Elle savait qu'il lui ferait du mal. Il l'a toujours fait. Mais quand son nom s'est affiché sur son téléphone, son souffle s'est coupé, ses doigts ont tremblé, et elle a répondu quand même. Ce n'était pas de l'amour. C'était quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Et le pire, c'est qu'elle a pris cela pour de l'amour. Parce que la douleur lui semblait juste assez familière pour se sentir comme chez elle. C'est l'histoire que personne ne vous raconte. Pas sur le chagrin d'amour, mais sur la dépendance. Le genre de dépendance qui ressemble à de l'obsession, qui ressemble à de la romance. Mais en dessous de tout cela, c'est une femme qui se perd dans un homme qu'elle ne peut pas avoir et qu'elle ne peut pas quitter. Alors, pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi les femmes tombent-elles le plus amoureuses des hommes qui se soucient le moins d'elles? Et pourquoi son corps désire-t-il la chose même que son esprit sait la détruire? Ce que vous allez apprendre n'est pas un conseil en matière de rencontre. C'est une guerre émotionnelle. Et une fois que vous la verrez, vous ne verrez plus jamais l'amour de la même manière. Elle a dit à ses amis que c'était de l'amour. C'est ce qu'elle croyait. C'est ce qu'elle avait besoin de croire. Parce que si ce n'était pas de l'amour, alors qu'était-ce? Pourquoi d'autres attendraient-elles des heures près de son téléphone, analysant chaque mot qu'il n'a pas dit? Pourquoi d'autres lui pardonneraient-elles encore? De disparaître, de briser des promesses, de la rapprocher juste pour disparaître? Pourquoi d'autres rêveraient-elles de lui la nuit, se réveilleraient anxieuses, puis feraient défiler de vieux SMS comme s'ils étaient des reliques sacrées? On aurait dit de l'amour, mais cela ne se comportait pas comme de l'amour. Cela ne grandissait pas, cela ne guérissait pas, cela ne construisait pas, cela brûlait. Et c'est le premier signal d'alarme dont personne ne parle. L'amour n'est pas censé ressembler à un sevrage. Mais c'est ce que c'était, encore et encore. Vous voyez, ce n'était pas de l'amour du tout. C'était une dépendance émotionnelle. Et c'est l'un des pièges psychologiques les plus dangereux dans lesquels une femme peut tomber, car il porte le masque de la romance, mais il fonctionne comme une drogue. Elle n'était pas dépendante de lui. Elle était dépendante du sentiment qu'il déclenchait en elle. Cette montée de dopamine quand il envoyait un texto au hasard après des jours de silence. Cette poussée d'adrénaline quand elle voyait son nom après avoir pensé qu'il était parti pour de bon. Cet affaissement quand il s'éloignait. Et le faux sentiment de supériorité de se convaincre que cette fois serait différente. C'est la boucle, l'incertitude, l'espoir, la douleur, la légère récompense. Répétez. Son système nerveux ne répondait pas à l'amour. Il réagissait à un renforcement intermittent. Le même schéma utilisé dans les casinos, l'éducation parentale toxique et les relations addictives. Une machine à sous psychologique où le gain est le chaos émotionnel. Et voici la cruelle ironie. Plus il la faisait se sentir chaotique, plus son corps prenait cela pour de la passion. C'est pourquoi tant de femmes disent « Je ne peux pas l'expliquer ». Il y avait juste quelque chose chez lui. Ce qu'elles disent vraiment, c'est « Il a activé mon système nerveux d'une manière qui ressemblait à de l'amour, mais qui était en réalité mon traumatisme déguisé en chimie. » Le véritable amour apporte la paix. La dépendance apporte l'intensité. Et dans un monde qui glorifie l'intensité, les femmes confondent souvent les deux jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il n'était pas sûr. Il n'était pas stable. Il n'offrait ni cohérence, ni gentillesse, ni même un véritable engagement. Mais il avait autre chose, quelque chose de plus puissant. La gravité émotionnelle. Les mauvais hommes, ceux que les femmes ne peuvent pas lâcher, partagent un schéma. Ils ne sont pas les plus bruyants ni les plus attirants. Ils ne sont pas les plus riches ni le choix le plus logique. Mais ils portent quelque chose de rare, quelque chose que les femmes ressentent avant de comprendre. Ils lui donnent le sentiment d'être vus, mais seulement par moments. Ils montrent de la profondeur, mais juste assez pour l'attirer, jamais assez pour rester ancrés. Ils disparaissent, et quand ils reviennent, on dirait de l'oxygène. Ils la laissent deviner, et le fait de deviner devient addictif. Ces hommes ne sont pas aimés pour ce qu'ils sont. Ils sont aimés pour ce qu'ils activent en elles, la chasse, le plaisir, le fantasme. Carl Jung appellerait cet homme l'amant de l'ombre, un symbole de désir inconscient brut, la partie de la psyché féminine qui désire le danger, le chaos et l'intensité sauvage. C'est l'archétype interdit, l'énergie masculine non intégrée qu'elle n'a jamais rencontrée dans la vraie vie jusqu'à présent. Il est aussi le farceur, joueur mais trompeur, incohérent mais charmant. Il n'offre jamais de clarté, seulement du contraste. Il suscite l'espoir juste pour le reprendre.
Et enfin, il est le masculin chaotique. Il séduit par l'intensité mais ne peut pas maintenir sa présence. Il offre la passion mais pas la paix. Quand il est là, il la consume. Quand il est parti, il la hante. Mais voici la vérité la plus troublante. Elle ne tombe pas amoureuse de lui. Elle tombe amoureuse du miroir émotionnel qu'il tend à ses blessures. Elle se voit à travers son imprévisibilité. Elle revit la négligence à laquelle elle a survécu autrefois. Elle poursuit son amour, espérant réécrire une vieille histoire pour gagner cette fois ce qu'elle a perdu à l'époque. Et lui, il n'a même pas besoin de comprendre ce qu'il fait. Parce que beaucoup de ces hommes ne sont pas des manipulateurs intentionnels. Ils sont simplement brisés d'une manière qui les rend magnétiques pour la brisure chez les autres. Son incohérence maintient son système nerveux sur le qui-vive. Son détachement la fait travailler pour son affection. Et plus il est indisponible, plus il paraît précieux. Non pas à cause de qui il est, mais à cause de la difficulté qu'elle a à le faire rester. En vérité, le mauvais homme n'est qu'un miroir. Un miroir qui reflète les parties d'elle qui cherchent encore à être validées, qui ont encore soif de preuves qu'elle est aimable, qui espèrent encore que peut-être cette fois, elle sera assez bien pour le changer. Mais les miroirs ne peuvent pas vous aimer. Ils ne vous montrent que ce qu'il y a déjà à l'intérieur. Elle ne reste pas parce qu'elle est faible. Elle reste parce que, à un niveau plus profond que la logique, ce chaos ressemble à la maison. Ce que la plupart des gens appellent tomber amoureux, c'est pour elle tomber dans un schéma. Un schéma écrit il y a longtemps, non pas par l'homme en face d'elle, mais par le plan émotionnel laissé par les blessures de l'enfance. Quand un enfant grandit en recevant un amour incohérent, un amour qui va et vient, un amour qui doit être mérité, un amour qui n'arrive que lorsqu'il est parfait ou agréable, il n'apprend pas à se sentir en sécurité. Il apprend à se sentir dépendant. Dépendant de l'approbation. Dépendant de la poursuite. Dépendant de presque être assez bien. Et puis, des années plus tard, elle rencontre quelqu'un qui reproduit inconsciemment le même rythme émotionnel. Un homme qui se rapproche, puis disparaît, qui la complimente un jour et l'ignore le lendemain. Qui lui fait tout ressentir, puis soudain plus rien. Et son système nerveux ne le voit pas comme un signal d'alarme. Il le voit comme familier. Son esprit dit, c'est dangereux. Mais son corps dit, cela ressemble à de l'amour. Parce qu'il se souvient des sommets et qu'il est désespéré d'éviter les bas. C'est ainsi que commence la liaison traumatique. Chaque fois qu'il se retire, elle s'effondre. Chaque fois qu'il revient, elle monte en flèche. Ce cycle imprévisible, la machine à sous-émotionnel, libère de la dopamine, de l'ocytocine et du cortisol par vagues volatiles. Exactement les mêmes produits chimiques qui alimentent les dépendances au jeu et les envies de drogue. Elle n'est pas dépendante d'eux. Elle est dépendante de ce que son corps produit en réponse à lui. Le silence devient plus fort que l'abus. La tension, plus séduisante que la paix. Et les brefs moments de connexion, aussi toxiques que soit la relation globale, donnent l'impression de gagner à la loterie. Mais comme toutes les dépendances, la récompense devient plus rare et les efforts pour l'obtenir deviennent plus extrêmes. Et voici la cruelle ironie. Plus elle investit, plus elle s'attache. Non pas parce que cela fonctionne, mais parce que sa douleur a maintenant un coût irrécupérable. Elle se dit, peut-être qu'il est juste incompris. Peut-être que si je l'aime mieux, il changera. Peut-être que le problème, c'est moi. Ce n'est pas de sa faute. Elle n'est pas stupide. Elle est traumatisée. C'est pourquoi les femmes ne partent pas quand cela a du sens. C'est pourquoi la logique ne brise pas la dépendance. Parce qu'il ne s'agit pas d'amour du tout. Il s'agit d'un traumatisme non résolu qui cherche une fin différente. Son subconscient croit que si je peux l'amener à m'aimer, je peux enfin prouver que je suis digne d'amour. Mais ce qu'elle ne réalise pas, c'est qu'elle est déjà digne. Elle l'a toujours été. Et le fait qu'elle essaie si fort de gagner ce qui devrait être donné librement, c'est la preuve de la profondeur de la blessure. Tant que cette blessure n'est pas vue, ressentie et guérie, elle continuera de confondre le chaos émotionnel avec la connexion. Elle continuera d'appeler son traumatisme amour et se demandera pourquoi cela finit toujours de la même manière. Il est facile de supposer que les femmes intelligentes ne tombent pas amoureuses des mauvais hommes, que l'intelligence est une armure contre le chaos émotionnel, que le succès, l'éducation et la conscience de soi devraient la protéger du chagrin d'amour. Mais en réalité, ce sont souvent les femmes les plus intelligentes et les plus performantes qui tombent le plus bas. Non pas parce qu'elles sont naïves,
mais parce qu'elles sont formées pour donner un sens à l'insensé. On leur a appris à résoudre des problèmes, à décoder la complexité et à déjouer les défis. Ainsi, lorsqu'un homme commence à montrer de l'incohérence, de la distance ou de la froideur émotionnelle, elle ne recule pas. Elle se penche en avant. Au lieu de voir son comportement comme un avertissement, elle le voit comme un puzzle qu'elle croit pouvoir résoudre si elles essaient assez fort. Elle se dit, il est émotionnellement sur la défensive, pas incapable d'aimer. Si je reste patiente, il s'ouvrira. Il agit ainsi à cause de son traumatisme. Et je comprends cela. Cela crée une illusion de contrôle. Elle croit que si elle répond avec suffisamment d'empathie, d'effort ou de perspicacité, elle peut réparer le dysfonctionnement. Elle intellectualise le chaos au lieu de s'en échapper. Elle rationalise la douleur au lieu d'affronter la vérité. Et chaque fois qu'elle le comprend presque, chaque fois qu'il donne juste un soupçon de vulnérabilité, son esprit voit des progrès tandis que son âme continue de saigner. C'est pourquoi cela la piège plus profondément. Les femmes intelligentes ne sont pas dépendantes de l'homme lui-même. Elles sont dépendantes de l'idée qu'elles peuvent le sauver, que leur amour est assez puissant pour le changer, que si elles s'y prennent bien cette fois, cela fonctionnera. Mais l'amour n'est pas une stratégie, et le chaos n'est pas un code à déchiffrer. Vous ne guérissez pas quelqu'un en vous immolant par le feu juste pour le garder au chaud. Vous ne grandissez pas en vous réduisant pour entrer dans la brisure de quelqu'un d'autre. Et parfois, l'intelligence ne vous libère pas. Elle vous donne juste de meilleures excuses pour rester piégé. Il n'a jamais dit qu'il l'aimait, mais la façon dont il la regardait, on aurait dit qu'il l'aimait. Il n'a jamais promis d'avenir. Mais dans ces conversations tard dans la nuit, quand le monde était calme et qu'elle baissait sa garde, il reflétait tous les rêves qu'elle avait trop peur d'exprimer à voix haute. Elle pensait qu'il la voyait, mais ce qu'il faisait vraiment, c'était la refléter à elle-même. C'est l'une des stratégies tacites les plus puissantes du mauvais homme. Le reflet, pas consciemment, pas malicieusement, mais avec un instinct naturel, presque prédateur. Il devient une toile. Et tout ce dont elle a faim, la sécurité, le mystère, la validation, la profondeur émotionnelle, il en peint juste assez sur lui-même pour donner l'impression d'être la réponse, mais seulement pour un instant. Au début, il est curieux, présent. Il pose des questions que personne d'autre ne pose. Il écoute, ou du moins fait semblant. Il montre des éclairs de vulnérabilité qui semblent intimes, mais ce n'est pas de l'intimité. Ce sont des crochets. Ces moments sont rares, mais puissants parce qu'ils sont imprévisibles. Un jour, il lui envoie un texto comme si elle était la seule femme au monde. Le lendemain, le silence. Un rendez-vous donne l'impression d'une connexion d'âme. Le suivant, il est froid et illisible. C'est un renforcement intermittent. Le même principe psychologique qui rend le jeu addictif. On ne sait jamais quand la récompense arrive, alors votre cerveau commence à la chasser plus fort. Elle ne tombe pas amoureuse de lui. Elle tombe amoureuse du fantôme émotionnel qu'il a créé. Un fantôme cousu ensemble à partir d'une attention fragmentée, de vagues promesses et de suggestions silencieuses. La version de lui qui n'existait que par moments, mais qui semblait plus réelle que tout le reste. Ce fantôme n'est pas seulement séduisant, il est sur mesure. Il comprend ce qu'elle veut et lui en donne juste assez pour projeter le reste. Elle comble les lacunes avec ses propres espoirs. Elle construit un avenir à partir de fragments. Et quand il commence à se retirer lentement, subtilement, cela ne la fait pas partir. Cela la fait se battre plus fort. Parce que maintenant, il ne s'agit plus seulement de lui. Il s'agit de prouver que le fantasme était réel. Ce qui la maintient accrochée, ce n'est pas son amour. C'est l'absence de clarté, les boucles ouvertes, les moments presque, le mal de ce qui pourrait être s'il laissait faire. Et donc elle reste, non pas à cause de ce qu'il donne, mais à cause de ce qu'elle espère encore qu'il pourrait donner. Elle n'est pas dépendante de sa présence. Elle est dépendante de son ombre émotionnelle. L'idée de ce qu'il pourrait devenir s'il le choisissait. Mais il ne le fera pas, parce que cet homme n'a jamais existé en premier lieu. Elle avait juste besoin de croire qu'il existait. Elle rencontre enfin quelqu'un de gentil. Il arrive à l'heure. Il écoute. Il se souvient des petites choses. Il répond aux textos sans délai. Il ne joue pas à des jeux. Il ne disparaît pas. Il ne la fait pas mendier des miettes. Et pourtant, elle ne ressent rien. Il n'y a pas d'étincelle, pas de chaos, pas de papillons qui lui tordent le ventre. Juste du silence,
le genre auquel elle n'est pas habituée. Alors, elle se dit, il est gentil, mais il manque quelque chose. Il n'y a pas de chimie. Peut-être que je ne suis tout simplement pas prête. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que son système nerveux ne sait pas comment se sentir en sécurité. Alors, quand il l'est enfin, il interprète mal ce calme comme de l'ennui. Le mauvais homme crée des montagnes russes émotionnelles. Des hauts et des bas qui semblent intenses, addictifs, vivants. Chaque message est une dose. Chaque silence est un sevrage. Cela la maintient activée, alerte, obsédée. Mais le bon homme, celui qui apporte la stabilité et la cohérence, n'active pas la boucle du traumatisme. Il n'imite pas sa douleur d'enfance. Il ne remet pas en question son sens de la valeur. Il se contente de se présenter. Et cela devrait ressembler à de l'amour. Mais au lieu de cela, cela semble inhabituel. Et inhabituel peut sembler mauvais, même quand c'est bon. C'est l'effet secondaire cruel du conditionnement émotionnel. Quand on vous a appris à chasser l'amour à travers la douleur, la paix semble vide. Elle pense que la passion lui manque, mais ce qui lui manque vraiment, c'est l'adrénaline, le chaos chimique que le mauvais homme a déclenché dans son esprit et son corps. Et parce qu'elle a l'habitude d'assimiler ce chaos à la connexion, tout ce qui se trouve en dehors de celui-ci lui semble sans vie. Mais l'amour, le véritable amour, n'est pas censé ressembler à de la survie. Il n'est pas censé faire monter votre cortisol en flèche ou vous priver de sommeil. Il est censé être calme, présent, sûr, et tant qu'elle ne guérit pas sa dépendance à l'instabilité émotionnelle, elle continuera de s'éloigner de la chose même qu'elle dit vouloir, parce que cela ne fait pas assez mal pour se sentir réel. À un moment donné, la vérité commence à murmurer doucement, douloureusement, avec persistance. Il n'a jamais vraiment été question de lui. Parce que si c'était le cas, elle aurait lâché prise maintenant. Elle serait partie la première fois qu'il a brisé sa confiance. Elle aurait cessé de l'aimer au moment où il lui a montré qu'il ne pouvait pas retenir cet amour. Mais elle ne l'a pas fait. Et ce n'est pas parce qu'il est spécial. C'est parce qu'il éveille quelque chose de plus profond en elle. Une blessure qui était déjà là. C'est la partie dont personne ne parle. La partie où son rejet commence à sembler personnel. Comme si la guérison dépendait du fait qu'il la choisisse. Mais elle ne le désire pas. Elle désire ce que son attention signifierait s'il la donnait librement. La validation. La valeur. La preuve qu'elle est enfin assez bien. Son amour devient la solution externe à une question interne. Suis-je aimable? Suis-je digne sans avoir à le mériter? S'il me choisit, me sentirai-je enfin complète? En cours de route, elle commence à confondre son amour avec son identité. Elle ne peut pas dire où il finit et où elle commence. C'est ce qu'on appelle la fusion identitaire. Quand le désir d'être choisi l'emporte sur le sens de soi, elle commence à mesurer sa valeur en fonction de la façon dont il réagit. S'il répond au texto, elle est désirée. S'il disparaît, elle ne vaut rien. S'il sourit, elle est belle. S'il s'éloigne, elle est brisée. Et c'est la partie la plus dangereuse de la dépendance émotionnelle. Quand votre sens de soi devient lié à l'incohérence de quelqu'un d'autre, il ne s'agit plus de la relation. Il s'agit de survie psychologique. Parce que si cet homme ne l'aime pas, alors peut-être que personne ne l'aimera jamais. Il y a aussi un fantasme plus profond en jeu. Le fantasme d'être choisi par celui qui ne choisit personne. L'homme émotionnellement indisponible, le solitaire, le héros brisé. Elle pense, si je suis celle qui perce enfin ses murs, si je suis la femme pour laquelle il s'adoucit, alors je dois être puissante. Alors je dois être spéciale. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est l'ego. C'est un traumatisme qui porte le masque du destin. Et même quand elle le sait, elle s'accroche. Non pas parce que cela fonctionne, mais parce que lâcher prise signifierait admettre qu'il n'a jamais été réel. Que tout ce qu'elle a construit, chaque espoir, chaque plan, chaque sacrifice était pour quelqu'un qui n'existait que dans son imagination. C'est le moment où sa guérison commence. Pas quand il change, pas quand il s'excuse, mais quand elle réalise qu'elle n'a jamais été dépendante de lui. Elle était dépendante de la version d'elle-même qu'elle croyait pouvoir devenir, s'il l'avait aimée en retour. Et cette version ne vit pas en lui. Elle vit en elle, attendant d'être réclamée sans avoir besoin de la permission de qui que ce soit pour exister. Personne ne se débarrasse d'une dépendance émotionnelle du jour au lendemain. Vous ne vous réveillez pas un matin et vous arrêtez soudainement de le regretter.
Vous ne supprimez pas les textos et vous supprimez instantanément la douleur. Parce que ce genre de dépendance n'a pas été construit sur la logique. Il a été construit sur la mémoire émotionnelle, le fantasme et l'identité. Alors, pour y échapper, il faut un processus plus profond, une transformation. Comme le phénix, la résurrection ne vient pas avant la combustion. Vous devez laisser le feu tout toucher. Vous devez regarder qui vous pensiez être et qui vous pensiez qu'il était se transformer en cendre. Il y a 3 étapes à ce genre d'évasion. Chacune d'elles doit être vécue. Chacune d'elles doit être honorée. La première fissure dans la dépendance commence quand vous voyez enfin ce qu'elle est. Pas une histoire d'amour, pas une connexion cosmique, pas un lien unique, mais une boucle, un piège, un schéma traumatique déguisé en espoir. C'est le moment où le miroir se brise. L'illusion tombe, et vous vous retrouvez à contempler quelque chose de brut. Il n'a jamais été ce que je voulais. Il était juste ce à quoi j'étais habitué. La prise de conscience fait mal, mais c'est la seule voie de sortie. Vous ne pouvez pas guérir ce que vous continuez à romantiser. Cette partie est la plus mal comprise. Vous ne pleurez pas seulement une rupture. Vous pleurez la version de votre vie que vous imaginiez avec lui. Le peut-être un jour, le si seulement, le presque. C'est là que vous devez lâcher prise de l'orphelin intérieur. La partie de vous qui pensait que si vous étiez assez parfaite, assez aimante, assez patiente, il finirait par vous choisir. Vous ne vous contentez pas de le lâcher. Vous lâchez prise de celle que vous avez essayé de devenir pour le garder. Et cela demande du courage. Une fois que l'illusion a disparu et que le deuil est brûlé, quelque chose de nouveau commence. Vous commencez à vous souvenir de qui vous étiez avant la douleur, avant l'obsession, avant de mesurer votre valeur à travers ses yeux. C'est le retour de soi, pas le soi fantasmé que vous avez créé pour lui, mais le vrai vous sous le désir. Vous vous regardez dans le miroir et vous réalisez « Je n'ai jamais été incomplète. Je croyais juste que je devais gagner ce qui aurait toujours dû être à moi, l'amour, la paix, la plénitude. » Le phénix ne renaît pas pour trouver quelqu'un d'autre. Il renaît pour se souvenir qu'il n'a jamais été des cendres au départ. Tous les hommes ne déclenchent pas l'adrénaline. Certains hommes apportent de l'oxygène. Ils ne la laissent pas deviner. Ils n'utilisent pas le silence comme une arme. Ils ne créent pas le chaos et ne l'appellent pas la chimie. Au lieu de cela, ils apportent la présence. Pas une présence qui essaie d'impressionner, de dominer ou de contrôler, mais le genre qui reste simplement immobile, solide, stable. Là où le mauvais homme fait battre son cœur à toute vitesse, le bon homme l'aide à ralentir. Là où le mauvais homme la submerge de doutes, le bon fait taire le bruit. Là où le mauvais homme suscite l'anxiété, le bon donne l'impression d'expirer. C'est le masculin ancré, non pas défini par la domination ou le succès, mais par le calme intérieur. Il est cohérent, non pas parce qu'il est ennuyeux, mais parce qu'il sait que sa valeur n'est pas dans la poursuite, mais dans la façon dont il occupe l'espace. Il est non réactif, non pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il n'est pas régi par les tempêtes émotionnelles. Il écoute plus qu'il ne parle. Et quand il parle, cela a du poids parce que ce n'est pas motivé par l'insécurité. Il n'a pas besoin de faire ses preuves. Et en sa présence, elle n'a pas l'impression de devoir le faire non plus. Elle ne se sent pas obsédée par lui. Elle se sent en sécurité. Elle ne se sent pas petite ou comme si elle devait gagner l'amour. Elle se sent vue. Elle n'a pas l'impression de chasser un fantôme. Elle a l'impression d'être enfin à la maison. Et c'est pourquoi la plupart des femmes ne le reconnaissent pas au début, parce qu'il n'active pas la boucle du traumatisme. Il la brise. Son amour ne s'accompagne pas d'une poussée d'adrénaline. Il s'accompagne de la paix. Et après tout ce à quoi elle a survécu, la paix pourrait être la chose la plus enivrante de toutes. Il lui a fallu beaucoup de temps pour comprendre. Bien après que les appels ont cessé. Bien après que les messages sont devenus froids. Bien après qu'elle a cessé de consulter son profil juste pour voir s'il se souvenait encore d'elle, elle a toujours pensé qu'elle était dépendante de lui. Sa voix, son chaos, son silence, son approbation. Mais un soir, dans le calme qui suit trop de morceaux brisés, elle a affronté la vérité. Elle n'a jamais été vraiment dépendante de lui. Elle était dépendante de la version d'elle-même qu'elle croyait enfin pouvoir devenir s'il l'avait aimée comme elle l'avait supplié de le faire. Elle ne courait pas après son affection. Elle courait après la rédemption. Elle pensait, si je peux faire en sorte que quelqu'un comme lui me choisisse, alors peut-être que je ne suis plus la fille qui a été laissée pour compte.
Peut-être que je ne suis plus la fille qui n'était pas assez bien. Il n'a jamais été la destination. Il était le miroir. Et ce à quoi elle était enchaînée, c'était sa propre histoire non guérie, son propre enfant intérieur, qui attend toujours que quelqu'un d'indisponible reste, qui espère toujours gagner l'amour qui aurait dû être inconditionnel. Chaque texto sans réponse, chaque regard froid, chaque réponse tardive n'était pas seulement un rejet. C'était la réactivation d'une blessure qu'elle pensait avoir enterrée. Et plus elle se battait pour son amour, plus elle s'enterrait profondément dans cette blessure. La guérison n'est pas venue avec une révélation bruyante. Il n'y a pas eu de combat final, pas de grande clôture, pas d'excuses, juste le silence, puis la clarté. Elle a réalisé qu'il n'était pas la clé pour qu'elle devienne entière. Il était la distraction qui l'empêchait de faire ce travail elle-même. Et au moment où elle a cessé d'essayer de le réparer, de le chasser ou de le décoder, elle a rencontré quelqu'un de bien plus important. Elle-même. Pas la fille blessée qui court après l'amour. Pas le soi fantasmé qu'elle a essayé de devenir pour lui, mais la femme en dessous de tout cela, intacte, entière, complète. Et dans cette tranquille réalisation, les chaînes sont tombées. Parce que la vraie liberté ne vient pas quand il voit enfin sa valeur. Elle vient quand elle la voit. Il n'a jamais été la réponse. Il était juste la question qui l'a ramenée à elle-même.